c'est ton premier regroupement, quoi. Tu vois, il n'y a pas de fédération concrète. Tu reçois un coup de téléphone, on te donne rendez-vous, c'est vraiment réel, hein. On te donne rendez-vous à la gare du Nord, où là tu prends le train, l'Eurostar, tu pars en Angleterre, où tu rencontres le futur président de l'équipe d'Algérie. Tu as 60% de l'équipe algérienne qui est française et après tu as le reste qui est canadien. Donc une première rencontre se fait en Angleterre, où là on fait un stage d'entraînement sous forme de game tous les soirs par rapport à des équipes anglaises. Et ça s'est vraiment très bien passé. Et suite à ça, on est parti directement à Abu Dhabi pour faire la première Arab Cup. Et ça date de 2010. On arrive à Abu Dhabi avec toute l'équipe, on arrive à Abu Dhabi, tout le monde s'entraîne, mais c'était à huis clos. Donc tu n'avais pas le droit de regarder les Émirats, tu n'avais pas le droit de regarder le Koweït et tu n'avais pas le droit de regarder le Maroc. Et nous, quand on est arrivé et qu'on s'est entraîné, tu avais tout le monde qui était tellement curieux de nous voir que tout le monde est resté pendant l'entraînement. Et c'était magique parce que ces sensations-là, faut les vivre, quoi. Puis après, c'est tout, hein. C'est l'ambiance d'une équipe, la rencontre de nouveaux gars avec qui tu crées quelque chose ou que là tu représentes plus une ville, tu représentes plus un club, tu représentes une nation, tu représentes tes origines. C'est fou, c'est complètement, tout est décuplé. Tout est décuplé. Ta façon de jouer, ton envie de jouer, tout est décuplé. Tu as tellement envie de manger, mais tu as tellement envie de. Tu as envie de gagner, quoi. Tu as envie de faire mal. Et tu as envie de représenter ton pays, quoi. Dans tout, je pense qu'en étant vraiment très honnête, à chaque fois que je représente mon pays, c'est complètement différent que quand je joue ou quand j'entraîne. Et cette sensation-là, seuls les gens qui représentent leur pays peuvent comprendre. Ok, je m'appelle Haroun Litim. Je suis joueur de hockey depuis 34 ans maintenant. J'ai commencé à 10 ans, donc éventuellement j'ai 44 ans. Je les fais pas, c'est le sport ça, je les fais pas. J'habitais à Évry, où j'ai commencé le hockey sur glace, ici, exactement ici. Bâtiment 7, Seven Benz, Parc Oliève. Un jour j'ai pris mes rollers et je suis parti faire un peu de roller en bas de chez moi et je suis remonté chez moi et j'ai mis allumer la télé et je suis tombé sur le hockey sur glace. Et là j'ai fait, mais attends, moi je fais du roller, hockey sur glace, il faut que je trouve une patinoire. Et je me suis pointé ici et je me suis dit, pourquoi eux et pas moi? Au départ ça a été l'argent, hein. Pourquoi eux et pas moi? Ça a été ça au départ. Et puis après avec l'école, j'ai eu la chance de venir en faisant de l'EPS. Donc avec la ville d'Évry, l'après-midi c'était piscine ou patinoire et quand on venait à la patinoire, j'étais le plus heureux du monde et j'ai perpétué ça avec des séances le samedi et le dimanche, en séance libre. Et puis un jour, dans ma classe, il y avait un mec qui faisait du hockey sur glace qui m'a dit mais vas-y viens. Et tout a commencé comme ça. En 90 je crois, 89-90. Alors, concernant mon parcours sportif, j'ai fait un parcours avec une formation à Évry jusqu'à atteindre l'équipe senior. J'ai fait quelques sélections auparavant en équipe de France, mais ça n'a jamais abouti. Et suite à ça, écoute, vers 18 ans, j'ai intégré, même un peu avant, j'ai intégré l'équipe senior. C'était sous les ordres d'Éric Devenon. Le premier qui m'a donné ma chance en senior, c'était Éric Devenon. Et suite à ça, j'ai continué. J'ai rencontré Christian Dehu, qui a fait que même chose. Il m'a pris sous son aile et du coup, j'ai progressé. J'ai progressé d'année en année. Et arrivé vers 20 ans, je t'ai fait un petit tour en Angleterre. Mais ça n'a vraiment pas abouti parce que je parlais vraiment pas anglais. Donc aujourd'hui, je me débrouille, c'est pas la même chose. Et du coup, je suis revenu en France et je suis parti du côté des Alpes,
où je suis parti jouer à Chambéry. Et là, après j'ai enchaîné les clubs. Certaines personnes appellent ça des mercenaires, parce qu'avec ça, j'ai aussi un jeu qui fait que j'ai un jeu dur. Donc certaines équipes aiment ça, d'autres pas. J'étais pas un technicien, je suis plutôt un travailleur. Ayant joué à tous les niveaux, j'ai fait un match, j'ai joué à l'époque, j'ai fait un match en Magnus, après je suis descendu en D1, j'ai fait 10-12 ans en D1, et après je suis redescendu en D2, et après j'ai fait l'ascenseur en D2, D3. C'est le reflet du travail en fait tout ça. La longévité, c'est le reflet du travail. Je me suis donné les moyens aussi physiquement. Et donc écoute, mon parcours ça a été très simple. Je suis parti dans les Alpes et puis après je suis remonté en région parisienne. Où en région parisienne je joue en D1, beaucoup de clubs de D1, Cergy-Pontoise, Neuilly-sur-Marne. Je suis reparti sur Viry-Châtillon et après, tout de suite après, j'ai voulu revenir ici. Et après, il y a eu fusion avec Viry-Châtillon, où là, j'ai appris beaucoup de choses avec Seb Roujon, qui est pour moi un des meilleurs entraîneurs français, qui à l'heure actuelle entraîne les équipes de France, pôle France féminin, mais qui a eu une expérience aussi avec le masculin, U18, U20, et j'ai beaucoup appris de Seb Roujon. Suite à ça, écoute, je continue mon parcours en tant qu'entraîneur. Et puis après, en tant que joueur, je n'avais pas encore ce petit déclic de passer tout de suite derrière le banc. Et je ne l'ai toujours pas. Parce qu'aujourd'hui, je suis joueur-entraîneur d'une 3e division à Champigny-sur-Marne où je suis très très bien et je joue encore. Donc tu vois, je n'ai pas encore passé ce petit déclic. Et de toute façon, le jour où je verrai des gamins de 18, 20 ans ou même plus être vraiment, vraiment au top, et moi dans ces cas-là, je sortirai. Mais ouais, c'est le reflet d'une carrière, d'une petite carrière que tu pourrais peut-être plus faire de nos jours. Après, au niveau international, en 2010, j'ai été appelé pour pouvoir représenter mon pays d'origine, chose que j'ai faite, chose que je fais encore, dont je suis très fier. On a été reconnu par la Fédération internationale. Et là, ça a été une consécration, parce que ça faisait quand même 10 ans qu'on travaillait sur le projet. Et là, je suis partagé entre le hockey français et puis le hockey algérien pour pouvoir développer justement le hockey algérien, avec lequel on a fait beaucoup de sorties dans l'international. On est parti, on a été faire des coupes, des Arab Coupes à Abu Dhabi. On a été en faire, je crois, 2-3. On est parti faire une CAN à Rabat, au Maroc. Et puis une Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique des Nations pour certains. Et puis après, on est parti de l'autre côté. On est vraiment parti dans le pays du hockey, où là, on a été affronter le Maroc et le Liban, qui est une très belle nouvelle équipe, une très jolie nouvelle équipe. Et ça s'est super bien passé. Et après, on continue comme ça. C'est un sport qui, pour moi, englobe beaucoup de choses. J'ai vu une forme d'éducation qui était différente du milieu d'où je venais. D'un milieu plus strict, je passe cette carte qui est d'un enfant défavorisé, je la passe cette carte. Mais quand je suis arrivé au hockey, je ne vais pas dire que j'ai tout de suite trouvé une famille, tout de suite trouvé une mentalité différente. Non, rien à voir avec tout ça. Mais j'ai vraiment trouvé quelque chose de tu vois, la compétition. La compétition que je ne connaissais pas auparavant. Je suis tout de suite rentré dedans. J'ai aimé ça, qui fait que tu dois toujours te dépasser. Tu vois, quand tu es mis en comparaison avec un autre joueur, faut toujours donner le meilleur de toi-même en faisant en sorte de faire performer l'équipe, quoi. Parce que si toi tu performes, automatiquement l'équipe performe. Après, le hockey, c'est un sport, quand il goûte, typique, du moins quand tu es piqué, c'est à vie. Hein. C'est à vie. Hein. Les Canadiens, ils t'en parleront mieux que moi. Parce que maintenant que je voyage et que j'ai des amis là-bas, c'est fou, la mentalité nord-américaine est complètement différente de l'européenne. Dans certains pays, au Canada par exemple, oui, le hockey c'est une religion, ça c'est pas faux. Mais tu t'en rends compte seulement quand tu voyages. Parce que quand tu es en France et que tu joues à un certain niveau, tu as des joueurs étrangers qui viennent en France. Je parle vraiment des Nord-Américains, je parle pas des pays de l'Est. Et t'apprends de ces gens-là quand même. T'apprends de la mentalité du joueur qui finit ses études. Il y a un jeune joueur qui vient et un joueur expérimenté qui travaillait au Canada ou qui était déjà joueur pro au Canada et qui vient en France. C'est deux mentalités différentes. Mais il y a toujours où ils se rejoignent, c'est vraiment la culture du hockey, quoi.
sport nord-américain, ricain, mentalité américaine, c'est vraiment, voilà quoi, c'est vraiment, tu vois, tu win, tu gagnes. Jamais, dans ta tête, tout ce qui est loisir, c'est vraiment plus tard. C'est vraiment plus tard. Le fun est déjà dans la compétition, tu as déjà du fun qui est inclus dans la compétition, quoi. Et ça, je suis un compétiteur, donc moi je sais pas jouer, hein. Je sais que gagner. Pour moi, personnellement, maintenant, surtout en Europe, ça manque de physique. Le vouloir de faire mal, le vouloir d'aller mettre un but, quitte à rentrer dans la cage avec. De nos jours, voilà quoi, tu touches au gardien, ça siffle, tu touches le gardien, plus personne te frappe. Qu'avant, tu touches à peine le gardien, on te frappait, voilà, tu pouvais répondre. Là, tu vas au goal, personne te frappe, l'arbitre il te met 2 minutes à tout casser parce que tu lui as touché le gant. Ouais, ça s'est calmé un peu, Je pense que dans le hockey, j'ai évolué aussi à une certaine époque. J'étais assez rapide, mais j'ai eu mes moments aussi teigneux, mais je faisais pas le poids en fait. Parce qu'à l'époque, j'étais tout petit, tout maigre. Même quand je jouais en senior, je faisais 1m70 pour 50 kg, mais j'étais que rapide quoi. Dès que tu me touchais, je m'explosais. Et au fur et à mesure du temps, je me suis étoffé, jusqu'à rencontrer des joueurs en première division à Vieux-Châtillon, Yvan Carnaïs et Jérémy Bouygues, où au bout d'un moment je me suis blessé, j'ai eu les ligaments croisés. Et au contraire de tout le monde, j'ai continué le hockey. Je ne me suis pas arrêté après les ligaments croisés. Et je me suis fait 2 fois les ligaments croisés à droite et à gauche. Et je dis ça pour ceux qui, soi-disant, auraient fait une super carrière, mais se sont arrêtés à cause des ligaments croisés. Moi, j'ai eu 2 fois les ligaments croisés et je suis encore là. Bref. Et puis, Yvan m'a motivé pour aller à la muscu. Et en quelques mois très rapides, j'ai pris beaucoup de kilos de muscles. Et là, mon jeu a changé. Quand je dis mon jeu a changé, c'est que d'un jeu que j'avais, je dirais, rapide, où ça patinait et ça allait jusqu'à la cage et tout, ça a plus été je mets le palais au fond et qui vient avec moi mangera. Seb Rougeon a été mon mentor, même si au départ j'avais commencé à prendre exemple sur Christian Dehu. Seb Rougeon a été mon mentor, l'est toujours. Comme je te dis, hein, pour moi c'est un des meilleurs entraîneurs français. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il s'encadre toujours bien. À l'heure actuelle, il est encadré par Baptiste Arpin, Greg Tarlet, un joueur avec qui j'ai joué en première division à Neuilly-sur-Marne, qui lui, par contre, tu vois, a tout de suite eu le déclic de passer derrière le banc et s'est retrouvé à la fédération et à entraîner les filles. Très beau parcours pour lui aussi. Mais à part ça, en tant que joueur français, moi, à part c'est des amis quoi. Mais Stéphane Dacosta, quand je le vois, j'ai le sourire. Je suis obligé. Moi, je l'ai connu et il jouait ici. C'était un gamin. Ouais, c'est la famille. La famille Dacosta, c'est la famille. Que ce soit Steph, que ce soit Teddy, Gabi qui a une belle conversion en tant qu'entraîneur. Là en ce moment sur Strasbourg, mais déjà auparavant sur Dijon et tout, c'est vraiment des bons gars. Et quand tu vois ça, même si la formation en France est de bonne qualité, de temps en temps d'aller voir ailleurs, je pense que c'est pas mal non plus. C'est comme ça les gars qu'on a réussi vers la fin avec nous. Étant en fin de carrière, si tu aimes vraiment le hockey et que tu n'as pas envie de quitter le hockey, tu passes derrière le banc. T'entraînes. Et sinon, tu as la deuxième option qui est plus la mienne, qui est de jouer et d'entraîner. C'est pas toujours facile. Tu as des choix, des fois à faire. Tu dois souvent te regarder en face, dans une glace, parce que déjà d'une part, tu es un exemple pour certains dans l'équipe. Et tu dois aussi appliquer ce que toi, tu envisages pour l'équipe, quoi. Donc c'est dur de jouer et d'entraîner en même temps, c'est dur. À l'heure actuelle, j'ai 2 casquettes, je le fais avec l'équipe d'Algérie, parce qu'on n'a pas encore d'entraîneur fixe. Et dans un autre sens, je le fais pour l'équipe de Champigny-sur-Marne, à l'heure actuelle. Mais je pense que dans l'avenir, j'aurai ce déclic et je passerai derrière le banc où je ferai que d'entraîner, quoi. Et ça, c'est dur. En tout cas, pour le moment, c'est dur. Écoute, le FEM,
Comment que ça se passe? Bah écoute, c'est très simple. Maillot retiré au Hall of Fame grâce à la reconnaissance de l'équipe d'Algérie sur la Fédé internationale. Et voilà, un jour on m'appelle, on m'envoie un mail, on me dit voilà, ton maillot, il est exposé au Hall of Fame et tout. Et puis là, tu prends 2 billets d'avion et tu vas à Toronto, quoi. Tu vas le voir de tes propres yeux. Et il s'avère que j'avais un joueur avec qui je jouais à Évry, à qui j'ai fait une petite surprise, une petite anecdote. Et à qui j'ai fait une surprise, Rick Shark. Arrivé à Toronto, je l'appelle et je lui dis je suis à Toronto. Il me dit oh là là, viens, faut que je t'emmène à un endroit, c'est au Hall of Fame et tout. Je dis bah ça tombe bien, j'ai 1 heure devant moi. On est parti au Hall of Fame avec un bout de ma famille, avec ma soeur et mes 2 nièces. Parce que elle joue au basket au Canada. À l'heure actuelle, il y en a une des 2 qui joue aux États-Unis. Donc on est parti avec eux et arrivé à l'entrée, je me présente, quoi. Et là, mon pote, il me regarde. Donc lui, il est bilingue, il me regarde et il me dit, mais en français, il me dit, mais il s'en fout de comment tu t'appelles, hein. Alors je dis, non, mais ah bon, mais t'inquiète et tout. Et en fait, non, le mec me reçoit vraiment. Il commence à me parler en anglais, ça va trop vite pour moi. Et Eric me dit en rigolant, putain, il croit que ton maillot il est au Hall of Fame, vas-y, dis oui, on va rentrer. Quand on est rentré, t'as mes 2 nièces qui courent partout pour aller voir le maillot, tu vois. Au premier étage, c'est l'IHF, et au 2e étage, c'est la NHL. Et donc, t'as mes 2 nièces qui courent partout. Et à ce moment-là, j'entends « What the fuck? Oh my God !» Et là, j'arrive, je vois mon pote, limite les larmes aux yeux, et je dis « T'as quoi ?» Et là, il me dit « Mais putain, mais c'est ton maillot. » Et là, je fais « Ouais, c'est mon maillot. Et tu vois, on s'en fout. » Et elle me dit non, tu vois, c'est peut-être pour ça qu'il est là. Et ça m'a touché, mais j'ai pas réalisé tout de suite. C'est un peu plus tard, tu vois, 1 an, 2 ans plus tard, où des joueurs que j'ai entraînés, avec qui j'ai joué, comme Thomas Gautron, qui prend une petite vidéo, qui me l'envoie et qui me dit putain, maintenant je t'appelle Monsieur Litime, quoi. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. C'est une petite trace. C'est une petite trace. Donc c'est des moments chaleureux, de temps en temps. Quand tu es tranquille chez toi, tu penses à ça, tu te dis que si au Hall of Fame il se passe rien et qu'ils sont super gentils et qu'ils laissent exposer jusqu'aux 40 ans de ma fille, quand elle ira avec ses enfants, ils pourront dire putain, regarde, c'est le maillot de papy, quoi. Juste un petit truc, quoi. La seule chose que je pourrais dire au finir, c'est quand j'étais tout petit, je disais pourquoi eux et pas moi. J'ai toujours ça. Moi, j'avais pas les moyens et je t'ai dit, je vais pas faire l'enfant, ceci, cela. Mais grâce à ma mère, qui m'a vraiment poussé, qui a tout fait pour pas que je parte en couille, entre parenthèses, si j'ai fait une carrière comme je l'ai fait, c'est grâce à elle. C'est vraiment grâce à ma mère, grâce à mon éducation. Et il faut jamais se dire qu'on ne peut pas, quoi. Moi, j'ai des petites phrases à moi, tu vois, comme tout à l'heure, je te disais, moi, je sais plus jouer, je sais que gagner. Et je laisse jamais tomber, je lâche jamais l'affaire. Même jusqu'à temps que ça sonne, je lâche jamais rien. C'est des trucs, tu vois, des fois, ça n'a aucune signification pour certains, pour moi, ça l'est. Pour moi, c'est une signification, ne jamais rien lâcher. Quand quelqu'un te dit non, c'est pas possible, il faut toujours essayer de savoir pourquoi. Et il faut se battre pour. Je suis plus comme ça. J'ai plus avancé, évolué dans cette ligne-là. Tout ce qu'on me disait que je ne pouvais pas faire, j'étais tellement curieux, je me disais mais pourquoi je ne peux pas? Et je me donnais les moyens pour. En fait, je pense qu'il ne faut jamais dire jamais. Il faut toujours croire en ses rêves. C'est con, hein? Moi je dis que c'est vrai. Il faut y croire, mais il faut se donner les moyens pour. Il faut toujours bosser pour. Ouais, je finirai par ça d'ailleurs. Il faut travailler. Il faut toujours bosser. Hey yo, I'm gonna be on tit out. That's all my eyes can see. Victory is mine, yeah, surprisingly. I've been laying, waiting for your next mistake. I put in work and watch my status escalate. Now I'ma start collecting props, connecting plots, networking like a conference. Cause the nonsense is yet to stop.